L'Afrique est-elle pillée par les institutions internationales? Aujourd'hui, nous allons débattre de géopolitique sur Goûter panafricain. Pour comprendre le débat, les institutions internationales sont créées par des États souverains qui ont pour but de promouvoir la coopération et les régulations des relations internationales. Donc en résumé, c'est pour faire en sorte que la planète aille pour le mieux, qu'il y ait de bonnes relations entre les pays. Il y a plusieurs institutions internationales, notamment le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne et aussi l'ONU. On va découvrir dans le débat qu'il y a beaucoup de stratégies, de stratagèmes pour que les institutions internationales, qui sont dirigées forcément par les grandes puissances européennes et américaines, puissent maintenir une hégémonie sur le continent africain, donc puissent maintenir leur domination sur le continent africain. Donc ça, on va le débattre ce soir sur Goûter panafricain. Hachem Sout et Daniel vont s'occuper du débat et tu vas découvrir toutes les stratégies qu'utilisent ces institutions internationales pour piller l'Afrique. T'es sur Goûter panafricain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Goûter panafricain. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai deux invités de renom. C'est Daniel. Comment tu vas, Daniel? Bonjour, ça va très bien, merci. Il fait un peu chaud, mais c'est normal. On va pas se plaindre, on aime ça. Bien sûr. On aime ça, la chaleur. Et l'invité mystère, elle est là, elle est juste à côté, c'est Hachem Sout. Hachem Sout, comment tu vas, Hachem Sout? Je vais bien, surtout que la dernière fois, donc j'étais pas loin, donc pour l'enregistrement, donc à côté de toi, donc dans ton appartement, et là je suis avec Daniel. Mais on est tous les deux là au taquet, on va bouger pour pouvoir faire au maximum pour que ça soit bien, merci. L'Afrique a-t-elle réellement un poids dans ces institutions? Parce qu'il faut savoir que la plupart de ces institutions sont dirigées par les pays européens, les grandes puissances occidentales. Et première question que je voudrais vous poser, je vais demander à Hachem Sout, les pays africains ont-ils un rôle dans ces institutions internationales? Donc merci pour la première question. Est-ce que l'Afrique, est-ce que les pays qui constituent donc le continent, ce continent-là, ont-ils un rôle à jouer donc dans les grandes instances internationales? D'abord, la question, on pourrait la renverser. Pourquoi aujourd'hui on se pose une telle question de leur absence justement de manière très active au niveau donc de ces grandes institutions-là? Il faut savoir que la France a un droit effectivement donc de prise de parole au niveau donc des instances au nom de certains États. Donc on est quand même assez surpris donc de voir cet état de choses qui fait que d'une certaine manière on a l'impression qu'il y a une confiscation réelle donc d'un pouvoir donc d'exprimer à la fois un veto. Comme tu viens de dire, il y a des pays qui sont des grandes puissances et qui ont le droit de veto, et il y a les autres pays. Donc, est-ce que tu sais un peu c'est lesquels pays qui ont tout les pleins pouvoirs et les autres qui en ont un peu moins? En général, ce sont les pays donc qui sont les pays donc qui font partie de la CEMAC, la Côte d'Ivoire, tous ces pays donc plutôt de l'ancienne AOF qui aujourd'hui se retrouvent donc sous on va dire la domination donc de la France au niveau de la représentativité, donc au niveau donc des grandes instances. Ils n'ont pas au niveau donc du droit de veto, comme par exemple la Chine, les États-Unis, l'Union européenne. Voilà, donc ça la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, ça c'est les grandes puissances comme tu as dit qui ont le droit de veto. Et la CEMAC, comme tu viens de l'expliquer, eux ils ont pas du tout droit, ils ont pas aussi autant de prise autour de la table, en fait. Ils ont pas autant de pouvoir. Non, ils ont pas autant disons, de pouvoir, de décision, en quelque sorte, et d'orientation sur les grandes questions qui concernent ces pays-là, notamment au niveau économique, si on parle de l'OMC, etc. Il y a un certain blackout, on va dire, employer ce terme-là entre guillemets, qui maintient ces pays-là dans une sorte d'immaturité juridique. Alors, on aura aussi l'occasion de savoir au cours de ce débat-là comment on peut éventuellement trouver des solutions pour que cette question peut être résolue, mais pour l'instant, elle n'est pas au goût du jour. Donc pour toi, est-ce que comme tu viens de le dire, donc les pays africains pour l'instant n'ont pas un véritable rôle
dans les institutions internationales. Bah, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, c'est-à-dire si on Et reprend après, on va laisser Daniel répondre. oui, Ouais. juste pour terminer. Si on reprend 1929, 1940, 45, 39, 45, l'Afrique était dans un état, excusez-moi, mais de domination réelle au niveau donc de son territoire. Donc le franc CFA a été institué par De Gaulle et toute son équipe donc au sorti donc de la Seconde Guerre mondiale, lorsque effectivement la question de la décolonisation s'est imposée. Au niveau militaire, les questions pour l'Afrique du Sud, on l'a bien vu, de dénucléarisation. Donc toute la question de la maturité réelle de ces pays-là n'a pas été réellement posée, mais d'une certaine façon, l'Afrique incidemment figure en arrière-plan de ces négociations-là. Ce sont eux qui vont être, au travers de ces institutions-là, FMI, Banque mondiale, l'OMC, etc., ils vont subir les dommages collatéraux de leur non-participation et leur non-reconnaissance de leur maturité juridique pleinement et entière encore aujourd'hui, qui fait que on parle de sous-développement, d'incapacité à faire face donc aux injonctions qui leur sont imposées pour contracter donc du crédit à des taux exorbitants. Je vais passer la parole à Daniel. Pour toi, est-ce que les pays africains ont-ils un rôle dans les institutions? Donc, Hachem Sout l'a plutôt bien répondu, mais aussi, elle a donné un élément de réponse pour la prochaine question que j'ai envie de toi de te poser. Est-ce que les institutions, comme l'a dit Hachem Sout, qui utilisent maintenant des mesures assez drastiques, notamment du FMI, Banque mondiale, etc., à l'encontre de l'Afrique, est-ce que ces institutions utilisent-elles leur pouvoir en fait, de manière déguisée pour piller l'Afrique? Parce que l'Afrique, on n'oublie pas, c'est un continent très riche. Mais comme a dit Hachem Sout, j'ai l'impression qu'ils sont encore je vais pas dire cette expression, mais ils sont un peu paternalisés par les grandes puissances. Est-ce que pour toi, voilà, ces institutions internationales qui promeuvent la paix, l'égalité, etc., en fait, c'est pas un déguisement, un masque pour tout simplement continuer à piller l'Afrique? Ces institutions ont été même créées pour ça. Et ce sont des institutions pour dominer le monde. C'est-à-dire du point de vue économique, du point de vue sociétal. Et ces institutions n'ont que pour but d'appliquer des politiques qui sont décidées à Washington et on va dire de façon un peu plus secondaire en Europe, pour pouvoir perpétuer l'ascendance que l'Europe a et les États-Unis ont sur le monde entier. Donc ça s'est appliqué à la fois à l'époque, au sortir de la guerre, à la fois sur les pays asiatiques, sur les pays sud de l'Amérique, Sud-Amérique, les pays latinos, disons, les pays, même sur la Russie. Donc, n'oubliez pas la guerre froide. Donc, ce sont des instruments de domination sur le monde entier. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils utilisent cela pour pouvoir mettre en place des politiques à la fois économiques, pas seulement, on dira pas seulement sur l'Afrique. Ils ont fait ça aux États-Unis, puisque c'est la sphère d'influence, l'Amérique du Sud, c'est la sphère d'influence des États-Unis, pour appliquer des programmes à la fois de déstructuration des économies des pays d'Amérique latine, pour mettre en place des économies libérales et néolibérales actuellement. Ça s'est fait aussi en Afrique pour mettre en place des politiques qui allaient détruire les économies naissantes des pays qui venaient tout juste de sortir, entre guillemets, du joug, on va dire, colonial français et anglo-saxon. Il y a aussi le fait que au niveau on va dire sociétal, c'est-à-dire que au niveau des politiques
démographique, tout cela est lié, politique démographique, pour que réduire la population au niveau on va dire du mindset de ces sociétés, pour les préparer justement à oublier un pan entier de leur culture, pour accéder justement à ces sociétés, recréer, rebâtir, pour servir les intérêts économiques des pays occidentaux. Donc en fait, d'une manière un peu, si je paraphrase un peu ton propos, c'est d'une manière un peu déguisée, ils mettent en place des lois très restrictives qui ne permettent pas aux pays africains d'évoluer, d'arriver à atteindre ces hauts standards. Et en fait, c'est une manière déguisée comme tu dis, c'est un peu comme de la colonisation, en fait. C'est de les acculturer. Oui, c'est de la colonisation, c'est de la colonisation, mais autrement, c'est-à-dire de façon moins directe, de façon plus subtile, au travers de lois qui sont promulguées dans le Nord et qu'on va appliquer au Sud, sachant bien que, comme vous l'avez dit au niveau de la première question, que les pays d'Afrique ou du Sud en général ne jouent absolument aucun rôle. Ils n'ont aucun impact, ils n'ont aucun statut leur permettant de rivaliser avec ces institutions. Après, on peut être aussi assez mitigé. La sanction qu'a imposée l'ONU a abouti à la fin de l'apartheid. Donc, il y a quand même aussi des points positifs. Toi, Shensout, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je tempérerais effectivement cet enthousiasme-là, excuse-moi. Il faut savoir que ce qui s'est passé en Afrique du Sud, pas mal de pays étaient impliqués, notamment la France et des pays européens. À un moment donné, moralement, ce n'était plus tenable. Il y avait des manifestations donc un petit peu partout dans le monde pour dire ça suffit. Il y avait la figure emblématique, donc on va pas refaire, ce n'est pas le propos ici. La question que tu me donnes, donc et donc je suis obligé donc de te répondre, c'est-à-dire que les Européens vont gagner avec les États-Unis, qui sont aussi des Européens d'une certaine façon, même si ils se sont modifiés au cours de l'histoire. Ils ont pour objectif de maintenir les pays qu'ils vont contrôler de manière supra, c'est-à-dire au niveau de la structure, au niveau macroéconomique. Ils vont faire que éviter justement que les révoltes populaires ne doivent pas dominer. Mais contrairement à ce que l'on peut penser, le FMI a pour vocation justement de mettre en place des programmes structurels qui ont pour vocation de faire ce qu'on appelle les révoltes FMI, c'est-à-dire les révoltes de la faim. Alors, les révoltes de la faim, les famines, les grandes famines, ne sont pas la conséquence, comme je le dirais tout à l'heure précédemment, où tout d'un coup les pays africains sont immatures. Ouais. Les pays africains c'est vrai que ça donne un peu toujours l'image un peu des pays africains immatures, alors que ce n'est pas le cas. Faut aussi revenir à la réalité. Les pays africains ne sont plus aussi dépendants de ces pays occidentaux. Non, c'est-à-dire que oui, ils ne sont pas aussi dépendants de ces pays occidentaux-là. Non, tu te trompes pas du tout, mais c'est justement le fait que aujourd'hui il y a le principe de l'endettement, notamment pratiqué par les instances internationales, qui a pour base de convaincre certains pays de contracter des prêts au-dessus des besoins réels des populations, afin que au final, et ça je vous invite donc à lire un certain nombre d'ouvrages, notamment celui de Gary Letch, Le capitalisme, un génocide structurel, donc aux éditions Aube 2012, qui indique bien ce mécanisme-là, qui fait que des dirigeants contractent des prêts en vue de développer des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, de la recherche, etc. Ce qui peut exister, la recherche de développement dans les pays qui sont bien dotés au niveau financier et au niveau de la matière grise. Ils leur demandent donc de contracter donc des prêts
qui finalement ne peuvent pas être remboursés et qui est soutenu donc justement par la corruption. Et les politiques qui ont contracté ces dettes-là se trouvent donc face à un dilemme. Ils ne peuvent que hypothéquer l'avenir de leur pays, alors que justement ils contractaient donc ces prêts-là pour pouvoir justement développer leur pays. Ils ne peuvent que hypothéquer l'avenir du pays en acceptant de ne pas développer ou de privatiser la distribution de l'eau, du gaz naturel, de l'électricité, tous les secteurs qui justement vont créer de la richesse et du bien-être pour la population. Ce sont des mécanismes qui me sont mis en place, qu'il faut comprendre. On te donne de l'argent, mais à des conditions. Non seulement tu dois rembourser, avec des taux d'intérêt assez importants, mais en plus, au nom du néolibéralisme, on t'oblige à accepter des entrepreneurs qui viennent de l'étranger, des grands groupes. Voilà. Okay. Ça se fait encore ici maintenant, ça se fait encore, avec lesquels tu vas créer des partenariats. Bon, ça ne sera pas gagnant-gagnant ni 50-50. Et en fait, le but, c'est quoi? Le but, c'est de casser, on va dire, toute la structure économique du pays, c'est-à-dire de la vendre, que ce soit au niveau de la... Bon, là, on parle du coton, mais ça peut être l'énergie, ça peut être l'électricité, l'eau, la distribution d'eau. On voit ce que c'est en Guadeloupe, ce qui se passe. Et au fur et à mesure d'introduire donc le libéralisme. Le but, c'est d'introduire le libéralisme dans l'économie de ces pays-là. Quand tu dis libéralisme, c'est quoi? C'est-à-dire de tout privatiser. Et bien sûr, comme toi, tu n'as pas dans ton économie qui est encore embryonnaire, tu n'as pas non seulement les fonds, les capacités pour pouvoir même rivaliser avec ces grands groupes-là. Tu n'as pas le savoir technique pour pouvoir rivaliser avec ces groupes-là. Donc, ce sont aussi des pays, mais ce sont aussi des groupes. Puisqu'on parle de néolibéralisme, ce sont des groupes. Parce que quand on parle de FMI, le FMI, c'est quoi? Le FMI, c'est pas des pays. Le FMI, ce sont des bailleurs de fonds. C'est-à-dire que c'est tous les gens qui ont amassé les Soros et tout ça. C'est ça qui est derrière la FMI. C'est-à-dire que c'est des grandes richesses, c'est des personnes oui. qui ont gagné. C'est-à-dire que quand on te dit que les États-Unis prêtent, ok, les États-Unis prêtent, ils peuvent prêter, ils ont la planche à billets. Mais entre ce que les États-Unis vont prêter, donner et autres, c'est pour simplement déstructurer et détruire la structure interne de ces pays qui n'est pas encore au niveau auquel ils souhaitent, eux, pour pouvoir investir. Et quand ils vont pénétrer ces économies, toutes les ressources, ils vont aspirer toutes les ressources que cela va produire. C'est-à-dire que s'il y a, regarde, récemment, il y avait un problème au Cameroun au niveau des prix, au Cameroun et je crois en Côte d'Ivoire, au niveau des prix des communications. Il y a soit il y a un groupe ou deux groupes locaux, et à côté tu as des soi-disant des groupes locaux, mais en fait dirigés et contrôlés par Orange ici et par d'autres investisseurs étrangers. Okay, alors juste Daniel, excuse-moi de te couper, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Il y a deux choses. D'une part, l'Afrique, on a dit, c'est un continent hyper riche, donc j'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à dégager assez de richesses pour pouvoir faire face à ces dettes. Et deuxième, quelles pour toi seraient les solutions en fait face à ces phénomènes de privatisation, face à ce libéralisme? C'est la pause. Merci à toi de suivre le podcast. Pense à nous laisser un like si tu apprécies le contenu et pense à t'abonner à la chaîne. Ce sera la preuve que tu soutiens notre travail et aide-nous à atteindre les 2000 abonnés. C'est-à-dire que l'Afrique n'a pas suffisamment, au niveau de son économie elle-même, des structures
qui composent, et on le voit bien hein, en France, au niveau du PIB et du produit intérieur brut, pour qu'on puisse dégager effectivement de la richesse donc au niveau donc de chaque pays, chaque continent. Il faut effectivement qu'il y ait du travail, il faut qu'il y ait des entreprises, il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée. C'est ça, ouais. Dans les pays africains, c'est les investissements tels qu'ils sont conçus le sont parce qu'il y a non pas un retour dans le PIB donc de ces pays-là, mais parce que d'une certaine façon, la richesse elle est externalisée vers les pays qui investissent, puisque les accords donc de Bretton Woods au départ c'était par rapport donc au dollar. Hein, on a vu par rapport à la convertibilité, etc. Donc ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, le FMI s'est recyclé avec qu'une seule idée, c'est d'aider les pays en développement à accéder à la mondialisation. Mais lorsque les pays, ces pays de ces continents ne sont pas suffisamment préparés, puisque aux sorties des guerres, de la Seconde Guerre mondiale et des indépendances, ils n'ont jamais pu accéder de manière mature à leur monnaie. Ils n'ont pas pu battre monnaie. Ils n'ont pas pu réellement, au niveau donc structurel, développer suffisamment des instances qui permettent d'avoir une assise pour justement permettre à ce que la monnaie, si elle a été réellement créée, puisse prospérer et donner de la richesse. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de convertibilité à proprement parler sur les places boursières et internationales de la monnaie, des monnaies des pays africains. Donc, notamment francophones. Ça, je parle uniquement des pays francophones. Donc, on se retrouve donc face à l'idée qu'ils doivent rentrer dans la mondialisation, mais comment ? Ça semble un petit peu difficile, d'autant qu'il y a des injonctions qui leur sont données. Pour rappel, il faut savoir que... Injonction, ouais, c'est-à-dire... Mais comme l'a dit tout à l'heure Daniel, donc qui est là, c'est on les oblige justement à contracter des dettes en hypothéquant leur développement parce que effectivement ils doivent ouvrir au privé les secteurs clés de l'économie qui auraient pu permettre donc à l'État de dégager parce qu'effectivement l'État peut avoir des entreprises publiques, hein, il peut exister donc des entreprises publiques. Et ça, c'est la marque pour certains pays occidentaux du communisme. Et ça, ils en ont une horreur de ça. L'État, d'une certaine façon, n'a pas à intégrer l'économie pleinement en tant qu'acteur. En fait, tout simplement, est-ce que l'Afrique est-elle réellement prête pour la mondialisation ou doit-elle d'abord se reconstruire ? Poser la question comme ça, en fait, je dirais que elle est presque antinomique, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où tu es dépendant à tout point de vue, c'est-à-dire tu es dépendant des ressources financières pour pouvoir te développer. Pour toi, tu es sûr que l'Afrique est dépendante, les pays africains sont dépendants ? Parce que des fois, j'ai écouté des interviews de spécialistes africains qui disaient que non, les pays ne sont pas dépendants. Non, je dis que à partir du moment où tu dépends de l'extérieur pour pouvoir financer ton économie, à partir du moment où tu ne joues aucun rôle au niveau des institutions internationales, à partir du moment où tu ne fixes aucune règle, il est très difficile de penser qu'un jour tu puisses, en restant sous le joug de ces institutions, de pouvoir espérer te sortir de cette affaire. C'est presque pas, ce n'est pas possible. Donc la solution, ce serait peut-être de trouver des partenaires desquels tu es indépendant. Donc, comme la Chine, comme l'Inde, comme peut-être maintenant on voit la Russie. Mais le problème, c'est que c'est pas gratuit non plus. C'est-à-dire que ce sont des prêts. Ces pays-là ont un certain savoir-faire technique, technologique. Mais le problème, c'est que
politiquement, il faudrait déjà que l'espace francophone puisse déjà avoir sa propre monnaie pour financer son développement. Mais quand tu sais que plus de 50% de ce que tu produis, quand tu vas produire en empruntant une bonne partie de cet argent va repartir justement par le mécanisme du franc CFA, va repartir vers l'extérieur. Donc comment peux-tu espérer un jour pouvoir même thésauriser, mettre de l'argent de côté et pouvoir continuer à financer ton développement? C'est très difficile. Puisque toutes ces institutions, comme on l'a dit, on le rappelle, ont été pensées pour que, justement, là où elles trouvent leurs moyens pour continuer à financer ce néolibéralisme, comment veux-tu qu'un jour il laisse filer la poule aux œufs d'or? La poule aux œufs d'or, ce n'est pas possible. Hachensout, pour terminer aussi. L'Afrique n'a jamais été considérée comme étant pleinement en possession de tous ses moyens pour pouvoir faire face à son avenir, à un avenir ouvert comme pourrait l'être pour d'autres sociétés. Ça, on le voit bien puisqu'elle est sous la tutelle donc des grandes organisations internationales. Donc, la question de la mondialisation s'est posée de manière incidente. On lui impose la mondialisation, mais on sait très bien que les effets de la mondialisation, elle ne sera pas en capacité de pouvoir y répondre et y faire face. Donc, il y a une désagrégation, désagrégation donc de toute la société, les sociétés et des pays africains qui ont pour objectif aujourd'hui de se reconstruire qu'à partir donc des desiderata des pays externes. Donc, des institutions, notamment par ce biais-là. Alors, on voit bien, lorsque on regarde donc les pays comme en République démocratique du Congo, qui sont soumis, qui soumettent pour pouvoir rembourser et créer de la richesse à des conditions, et ils imposent donc à leur population des conditions de travail non protégées. Qui est complètement dans une situation de fragilité physique et psychologique est telle, justement pour répondre à ces desiderata donc des grands capitalistes et du capital. Donc pour terminer, je voulais juste dire que si, comme tu le dis, l'Afrique est en mesure donc de rentrer dans la mondialisation, je dirais que non, puisque comme je l'ai dit, lorsque on investit donc dans des pays, il faut qu'il y ait du travail. C'est pour du travail bien évidemment, mais c'est du travail qui est à la limite de l'acceptable pour les travailleurs européens. Ils ne pourraient pas effectivement supporter les conditions qui leur seraient imposées par les grandes instances. Donc d'une certaine façon, au sorti de la guerre, on va dire que la prospérité des sociétés européennes et américaines a permis justement aux travailleurs de monter en gamme et pour pouvoir investir, pour pouvoir dépenser grâce à des monnaies fortes. Donc à un moment donné, l'Afrique est en capacité de réfléchir même à minima par elle-même comment est-ce qu'elle doit avoir un rôle dans ces instances internationales et d'évincer des voies intermédiaires qui font barrage justement à ses propres desiderata, et je parle notamment de la France. Au niveau de l'Afrique, comme tu as dit, il y a aussi des imprévus, et l'Afrique a réussi à faire face a fait face à des crises, notamment la crise de la Covid-19, elle a réussi à s'en sortir. Donc faut pas sous-estimer ce continent, comme tu l'as dit à Hachensout et Daniel. C'est peut-être un continent qui est morcelé, qui reçoit beaucoup de restrictions, mais qui arrive à faire face, qui arrive à faire le dos rond. Et on ne connaît pas l'avenir, donc restons optimistes. Voilà, on est arrivé à la fin du débat qui concerne l'Afrique et le pillage par les institutions internationales. C'est un débat ouvert. Laisse-nous en commentaire ton avis, partage-nous tes idées. Pense à liker le podcast si tu apprécies. Et si tu es toujours intéressé par les débats qui concernent l'Afrique, la diaspora et le panafricanisme, je t'invite à regarder cette vidéo qui concerne Aimé Césaire, qui a été un très grand poète noir et aussi un homme politique
qui a eu une très grande carrière au niveau de la politique française et notamment maire de Fort-de-France. Donc si tu es intéressé par son histoire, ça se passe juste ici. Pense à t'abonner au podcast Goûter panafricain et on se retrouve très bientôt pour un prochain contenu.